RSE, oui, mais comment? C'est la première séquence de nos témoignages aujourd'hui de dirigeants d'entreprise. Nous sommes en lien Zoom avec Éric Lemaire, qui est directeur de la communication de la marque et de la responsabilité sociale d'entreprise AXA France. Éric Lemaire, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait une grande partie de votre carrière au sein du groupe AXA. Vous êtes aujourd'hui porte-parole également d'AXA France. Avec vous, nous allons évoquer les actions RSE du groupe, mais aussi pour commencer, peut-être une question sur AXA. Aujourd'hui, au 12 novembre 2020, après une année absolument hors du commun, quel rôle a votre entreprise dans la situation de crise économique que traverse la France ? Merci beaucoup, Emmanuel. C'est vrai que c'est une situation hors du commun et dramatique. AXA a joué son rôle sur le plan économique. Par exemple, on a annoncé et on a répété récemment que la sursinistralité et les gestes de solidarité allaient coûter à AXA 1,5 milliard d'euros. Donc on a été auprès de nos clients. En France, on a redistribué 200 millions d'euros pour aider 350 000 entreprises, avec des remboursements de cotisations, avec des aides spécifiques. Par exemple, les entreprises qui protégeaient leur parc informatique, eh bien, on leur a permis de les protéger, mais à la maison, puisque c'était en télétravail. On a contribué, bien sûr, à l'ensemble des actions du secteur. Par exemple, 54 millions d'euros ont été donnés au fonds de soutien des PME. Et puis, nous avons lancé un fonds à nous, un fonds AXA, pour soutenir la relance des PME dans notre pays, un fonds de 500 millions d'euros. Voilà, et puis on a déployé aussi des aides financières pour les hôpitaux, pour les EHPAD, avec nos agents généraux dans les territoires. Ça, c'est la partie économique. Il y a la partie sanitaire. On sait bien qu'à ce moment-là, au mois de mars, eh bien, on avait beaucoup de besoins et donc on est intervenu aussi pour aider les plus vulnérables, notamment en soutenant plus fortement 2 associations qui aident à soutenir les femmes qui sont victimes de violences, c'est-à-dire à la fois la Fondation des femmes et la Maison des femmes. On sait que ce sont des problèmes qui, malheureusement, reviennent encore aujourd'hui dans ces périodes de confinement. Et puis, en fait, voilà, avec tout ça, c'est un engagement de 900 millions d'euros qu'a mis AXA pour des gestes commerciaux, pour des soutiens économiques et puis pour des soutiens de main dans le capital des entreprises pour la relance, et puis évidemment pour énormément d'actions de solidarité, comme par exemple le soutien aussi à l'Institut Pasteur que l'on aide depuis des années. Les urgences à la fois sociales, que par exemple vous venez d'évoquer, comme les violences faites aux femmes, ou les urgences liées au climat, vous conduisent actuellement à renforcer en fait votre positionnement RSE, et c'est une tendance globale. AXA est engagé depuis longtemps dans une politique RSE, c'est ça ? Oui, on est engagé depuis très longtemps, puisque dès les années 80, on a créé AXA Prévention, par exemple, qui est une association qui était donc spécialisée pour la prévention routière. Et puis, quand je me souviens, puisque ça fait 30 ans que je suis chez AXA, notre première direction développement durable, elle a été créée en 2001. Donc, vous voyez que ce n'est pas d'hier. Et notre politique RSE, ces 15 dernières années, elle a été très liée effectivement à la prévention, parce que c'est cohérent. La prévention, c'est la première valeur qu'on peut apporter à un client, c'est d'éviter le risque. Mais aussi, on a beaucoup travaillé sur les sujets d'inclusion, de diversité, d'égalité. On a reçu les labels diversité et égalité en 2006. Et puis aussi, parce que c'est très important, tout ce qui touche bien sûr à l'environnement, à la lutte contre le réchauffement climatique, en commençant déjà par nous-mêmes, c'est-à-dire par notre entreprise, tout ce qu'on pouvait faire dans ce sens-là pour mieux protéger notre environnement et l'environnement en général. Mais surtout, on a opéré un vrai virage stratégique il y a quelques années. On s'est dit que tout ce qu'on faisait, c'était forcément bien, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait faire rentrer réellement la RSE dans le cœur de l'entreprise. C'est-à-dire pas mettre quelque chose d'à côté. Tout ce qu'on fait est toujours bien, est toujours vertueux. Mais d'essayer vraiment de se dire on veut intégrer nos engagements au cœur du métier de l'assureur, c'est-à-dire vraiment au cœur de nos offres. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché de parties prenantes, comme les Amis de la Terre, des associations de consommateurs, la CGPME, et on leur a dit, pour vous, qu'est-ce que serait une offre citoyenne ? Et on a travaillé avec eux sur un label
d'assurance citoyenne qui est auditée chaque année par un grand cabinet spécialisé. Et on en a fait un véritable standard d'innovation dans notre société pour que dans toutes nos offres, on puisse systématiser cette approche et que ce soit le respect pour toutes ces nouvelles offres de ce label qu'on a mis en place. Alors concrètement, lorsqu'on construit une nouvelle offre chez AXA France, eh bien, toutes les directions travaillent à identifier qu'est-ce qui pourrait être le plus vertueux par rapport aux enjeux sociétaux, par rapport à l'environnement. Et puis, on passe à un examen en termes de points, et cette offre devient ou pas, souvent elle devient une offre citoyenne. Et donc ce label, il est fondé sur quatre piliers. Le premier, c'est la confiance. Tout simplement, notre première responsabilité en tant qu'assureur, c'est un produit complexe, l'assurance, hein, c'est de le rendre le plus simple possible. Voilà, donc ça c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est la prévention. C'est d'intégrer dans toutes nos offres un service de prévention. Par exemple, l'an dernier, on a envoyé 6 millions d'alertes météo à des clients en leur disant attention, demain, voilà ce qui va se passer, et on leur donnait des conseils de prévention pour mieux se protéger. Ou alors, on a une garantie qui s'appelle la garantie Joker et qui permet de ramener chaque année, lorsque vous êtes assuré en auto, 5 fois des jeunes qui ne pourraient pas conduire après une soirée, disons, un peu arrosée, et les ramener gratuitement en taxi. Vous voyez, donc on a cette collection de services de prévention dans toutes nos offres. Le troisième pilier, c'est les actions en faveur de l'environnement. Par exemple, on fait une baisse tarifaire pour les conducteurs de véhicules hybrides, de véhicules plus verts. Voilà, ça permet à chacun de combattre le réchauffement climatique. Et puis enfin, le dernier axe de ce référentiel, c'est la solidarité et le soutien à l'économie. Par exemple, on soutient la création d'entreprises en faisant un tarif de préférence pour les chefs d'entreprise, donc un tarif beaucoup moins cher, et on permet bien évidemment à nos clients d'investir leur épargne dans des fonds d'investissement fléchés vers les PME françaises et européennes pour soutenir le développement économique. Alors au total, on a vraiment fait rentrer la RSE au cœur même du métier moteur de l'assurance de notre entreprise. Et donc après 5 ou 6 ans, on en est à 67 offres d'assurance qui sont des offres citoyennes. Et on a vendu plus de 6 millions de contrats avec des offres citoyennes. Donc c'est un effort considérable, complet, de toute l'entreprise AXA France. Ma dernière question concerne l'environnement. D'ailleurs, je précise que le palmarès RSE des engagements des grandes entreprises vous classe premier dans cette catégorie environnement. Quels sont vos objectifs d'investissement ? Alors, ça fait plaisir d'avoir cette première place. Et c'est ma dernière question. On est très heureux de l'avoir et ça reconnaît l'engagement d'AXA depuis très, très nombreuses années pour l'environnement. Vous savez, les enjeux climatiques qui nous concernent au premier chef, l'an dernier, en 2019, les catastrophes naturelles ont coûté 3 milliards d'euros aux assureurs. C'est quelque chose qui est de plus en plus fort et de plus en plus inquiétant. Aujourd'hui, on peut intervenir de plusieurs manières. La première, c'est en tant qu'investisseur. On a été les premiers à se désinvestir dans le charbon, dans les sables bitumineux. Thomas Buberl, notre président, a annoncé doubler les investissements verts d'ici à 2023 pour atteindre 24 milliards d'euros, ce qui est très important. On a inventé des transition bonds pour permettre à des entreprises qui prennent des initiatives pour se transformer et donc être moins polluantes, en fait, et bien de les aider financièrement. C'est ce qu'on a fait donc en essayant donc, ici ou là de trouver des choses différentes, et notamment parce que les clients sont en quête de sens avec leur épargne. On leur propose des offres qui sont orientées donc, sur l'épargne avec des projets, des investissements dans les projets liés à la transition écologique. Mais on peut aussi intervenir en tant qu'assureur. Tout simplement, par exemple, on a une garantie verte pour les entreprises. Quand elles ont un sinistre, qu'elles reconstruisent, eh bien on les aide à reconstruire avec des équipements qui soient davantage respectueux de l'environnement. Meilleure isolation, transformer son chauffage, par exemple, etc.
Et puis enfin, on est une entreprise, bien sûr, qui peut travailler à réduire son impact, son propre impact sur l'environnement. Et les premières mesures sur ce sujet, elles datent de 2008. Vous voyez, nos objectifs, par exemple, sont très clairs et ont déjà été atteints dans le plan qu'on s'était fixé. Par exemple, on a baissé de 42% nos émissions de CO2 depuis 2012, ce qui est assez important. On a baissé les consommations d'eau, on a baissé les consommations de papier de 70% dans les 7 dernières années, ce qui est très important, et c'est même intégré dans la prime d'intéressement des collaborateurs. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, les collaborateurs, les collaboratrices d'AXA France et d'AXA, du groupe AXA dans le monde, sont très fiers parce qu'ils ont des convictions sur le sujet, et on va continuer à travailler encore pour essayer d'avoir un impact dans la société dans laquelle on vit. Merci pour ce témoignage. C'est vrai que les citoyens, le grand public attendent vraiment aussi des entreprises qu'elles s'engagent. On va entendre d'autres témoignages au fil de cette émission. Merci Éric Lemaire. La crise économique et sanitaire a brutalement changé la vie au travail. Quel changement dans le management entre le monde d'avant Covid et le monde du travail en confinement? Comment la crise pandémique redéfinit les espaces de l'intime? C'est un sujet très large que vous avez tous et toutes pu expérimenter tout au fil de l'année, dans le positif comme dans le négatif. Que devient notre espace privé à l'heure du télétravail, de l'hyperconnexion et de tous anti-Covid? Un grand nombre d'interrogations. Commençons peut-être par la révolution accélérée de la vie au travail et du management. Nous sommes avec Cécile Dejoux, qui est professeure des universités au CNAM Paris et professeure affiliée à l'ESCP Business School, pour évoquer cette question. Bonjour Cécile Dejoux. Bonjour Emmanuel, merci pour votre invitation. Bonjour à tous, à toutes. Vous êtes également l'autrice du livre « Ce sera l'IA ou moi », je le précise, je montrerai le livre tout à l'heure. Vous travaillez évidemment en ce moment beaucoup sur ces impacts de la crise pandémique sur le travail, sur les innovations du management et sur les effets de l'intelligence artificielle sur les organisations. La crise économique et sanitaire a donc brutalement changé la vie au travail. Quel changement, selon vous, dans le management entre le monde d'avant Covid et le monde du travail en confinement? Oui, c'est une excellente question. Au sein du Learning Lab Human Change, qui est une chaire partenariale, on essaye d'observer, de comprendre et de décrypter. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, avant la Covid, les entreprises, qu'elles soient grandes, petites, publiques ou privées, étaient dans un processus de transformation numérique. Elles étaient vraiment là pour essayer donc de mettre de nouveaux usages, d'impulser de nouvelles pratiques de travail, etc. Avec la Covid, on est rentré dans une ère, l'ère de l'incertitude. Et cette incertitude, bien sûr, elle est symbolisée par la pandémie, mais on le voit qu'elle peut venir également d'autres lieux. Elle vient avec Bryce Ovoya du climat, elle vient avec les élections américaines de la géopolitique, elle peut venir également avec le terrorisme, etc. Donc l'incertitude est aujourd'hui vraiment une variable essentielle pour le management, et ça implique en fait des principes de management spécifiques. Le premier principe, c'est qu'en fait un manager, en période d'incertitude, il doit être transparent dans sa communication. C'est quelqu'un qui doit absolument expliquer les faits et qui doit dire ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas. Le deuxième principe, c'est qu'en fait, il doit absolument bien s'informer, faire attention aux fake news, faire attention aux controverses, avoir la bonne information. Et puis, le troisième principe, très important, c'est qu'il doit utiliser les data et l'IA dans ses modèles pour l'aider à décider. Et on l'a bien vu dans la crise du Covid, aujourd'hui, la modélisation est un axe aujourd'hui de priorisation. Donc voilà, donc on voit que le management de l'incertitude, c'est ce qui caractérise vraiment cette pandémie, mais que l'incertitude vient de multiples endroits et que donc il y a des principes à respecter, puis des actions bien sûr ensuite à mener quand on est dans le management de l'incertitude.
Alors, des actions, c'est simple. Je pourrais citer 3 exemples. Le premier, c'est qu'en fait, il va falloir sauver l'essentiel, sauver l'activité, sauver en fait ce qui fait vivre l'entreprise. Deuxième action, c'est qu'en fait, il va falloir absolument réallouer les ressources et puis faire sauter les verrous, faire sauter les barrières pour continuer l'activité. Concrètement, qu'est-ce qui a changé pour les managers? Est-ce qu'ils ont réussi, sans évidemment faire trop de généralités, mais à s'adapter? Oui, alors les managers, ils sont face à 3 variables. D'abord, le management à distance. Bien entendu, ils sont dans la logique du télétravail. Et donc là, il y a des choses à ne pas faire. Par exemple, il ne s'agit plus de passer toute sa journée devant un écran d'ordinateur. Il faut aussi savoir séquencer son temps pour faire son travail. Il faut diminuer le temps des réunions, etc. Donc le télétravail est vraiment donc, ce qui a caractérisé cette période. Et puis le management à distance, qui est différent du télétravail. Le management à distance, c'est comment on recrute à distance, comment on engage à distance, comment on va motiver à distance. Et là, bien, tout simplement, on s'aperçoit que c'est plus la même façon de faire. Par exemple, il va falloir prendre son téléphone et téléphoner individuellement aux collaborateurs pour comprendre comment ils vont, être empathiques individuellement. Et donc, il y a d'autres réflexes, d'autres comportements à avoir. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le management de l'incertitude et le management avec cette crise de la Covid, c'est un management à la pagaie. Un coup à droite, un coup à gauche, on peut avoir des décisions opposées, mais pourtant on suit le même cap. Donc il faut absolument apprendre à accepter ces oppositions. C'est pour ça que je l'appelle le management à la pagaie. À la pagaie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut à la fois maîtriser un certain nombre de compétences qui sont de l'ordre, par exemple, des technologies, des usages, des applications diverses et variées, et aussi avoir des compétences plus empathiques ou plus de l'ordre du lien. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre ce que veut dire l'incertitude, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qu'une injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'on va vous dire oui, on va vous dire non, et puis en même temps, il y a des raisons compte tenu du contexte, de la réactivité et de l'urgence. Il va falloir comprendre également qu'est-ce qu'un dilemme, il va falloir comprendre qu'il faut savoir prioriser. Donc ça, c'est les compétences liées au contexte. Et puis, il y a des compétences spécifiques liées à la transformation numérique. Les compétences numériques, c'est l'alphabet de cette civilisation. Il faut savoir couper un lien, partager, travailler hier avec Trello et Slack et demain avec Miro et pourquoi pas Monday. Voilà, tout va très très vite. Et puis des compétences pour travailler différemment, être agile, être en mode de créativité avec le design thinking et monter en compétence avec l'intelligence artificielle pour comprendre qu'est-ce que la data peut nous apporter, comment on va faire de la data visualisation, comment l'IA peut nous augmenter et pas simplement avoir peur que demain elle nous remplace. Donc oui, des nouvelles compétences sont essentielles aujourd'hui dans ce monde de la transformation liée au numérique, liée à l'incertitude et liée à l'écologie. On ne peut plus faire abstraction de l'écologie quand on est aujourd'hui manager. Ça fait partie de l'essentiel. Savez-vous par exemple que lire un livre sur un PDF, ça consomme plus d'énergie que si vous imprimez l'ouvrage. Donc voilà, c'est ce genre de réflexe qu'il faut comprendre et qu'il faut appréhender. Donc ces 3 variables, technologie, incertitude, écologie, sont au cœur du manager de l'incertitude. Alors vous avez écrit ce livre qui s'appelle Ce sera l'IA ou et moi. En quoi finalement l'intelligence artificielle peut nous aider à manager différemment, à mieux manager en tout cas? Oui, merci de citer cet ouvrage. En fait, cet ouvrage, il a 2 convictions. La première conviction, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA. Il faut absolument, quel que soit son métier, quel que soit son niveau d'éducation, essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre le vocabulaire et comprendre les grands principes. C'est l'objet de cet ouvrage de vulgarisation. Pourquoi? Parce que quel que soit le métier que l'on fait, l'IA, de toute façon, va transformer notre métier. Donc, c'est important de comprendre l'IA pour participer à cette transformation. Et le deuxième point, c'est à la fois, il faut être IA compatible, c'est-à-dire monter en compétence sur l'IA, mais garder et développer des compétences de centrage qui sont le propre de notre humanité, c'est-à-dire la mémoire, l'attention, la gestion de notre temps. C'est tout ce que l'IA va nous voler. Donc, il faut comprendre et il faut surtout développer des compétences spécifiquement humaines pour demain rester employable. Voilà. Merci beaucoup. Merci Cécile Dejoux.
Comment la crise pandémique redéfinit les espaces de l'intime suite avec des frontières de plus en plus floues, vous l'avez constaté, entre le privé et la sphère d'influence du public. Espace public, espace privé, de moins en moins de frontières et plus d'interdépendance. Paul Seabright est avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau du Quai des Savoirs. Alors, je précise que les distances de sécurité sont suffisantes pour nous permettre de ne pas porter le masque. Je précise pour que tout le monde soit rassuré. Nous sommes aussi dans la très grande salle du Quai des Savoirs ici à Toulouse. Paul Seabright, vous êtes économiste à Toulouse School of Economics et professeur aussi de l'Université Toulousain-Capitole. Vous êtes directeur de l'IAST, Institute for Advanced Study in Toulouse. L'IAST qui est un centre de recherche absolument novateur, interdisciplinaire, qui a la particularité d'associer la recherche en économie avec l'anthropologie, la biologie, l'histoire, le droit, la psychologie ou la sociologie. Et donc l'objectif, c'est finalement de s'affranchir des frontières disciplinaires de l'économie et de favoriser la complémentarité pour adresser des sujets complexes. La crise actuelle est forcément pour vous un inépuisable sujet d'étude et de réflexion. En quoi la crise Covid, Paul Seabright, redéfinit ses frontières, sphère privée, sphère publique, et finalement, est-ce que la crise actuelle a un équivalent dans l'histoire ? Oui, je pense que c'est une crise qui fait peur à beaucoup de gens. Ça fait peur sur le plan sanitaire, ça fait peur aussi sur le plan économique. Nous avons pourtant vécu des crises un peu similaires avant. Je pense en particulier à la crise qui a suivi le choc pétrolier des années 70. Cette crise a vu une hausse brutale en quelques mois du prix du pétrole qui est monté de 4 fois environ. Et ça a eu deux effets. Ça a eu un effet de rendre insolvable un grand nombre d'entreprises, au moins dans le court terme, c'est-à-dire que ne sachant pas combien de temps ça allait durer, ces entreprises ne savaient pas s'ils allaient pouvoir rentrer dans la solvabilité ou non. Et ensuite, ça a rendu peu économique un grand nombre de techniques de production qui dépendaient d'un input, c'est-à-dire le pétrole, enfin l'énergie de manière plus générale, qui n'était plus rentable. Il fallait chercher d'autres techniques de production. Je pense que maintenant, nous avons un choc très similaire, sauf que l'input qui est devenu hors de prix, on va dire, c'est l'espace. L'espace dans les entreprises, ou dans les lieux de rassemblement plus général, que ce soit des restaurants, que ce soit des lieux de concert. Auparavant, on pouvait remplir une salle de concert avec des gens qui étaient très très proches les uns des autres. Maintenant, il faut plus les espacer et ça veut dire que le prix de l'espace a monté. Et on a la même incertitude. On ne sait pas si cette crise va durer très longtemps, ou si nous, on peut revenir à la normalité relativement rapidement. Personnellement, je suis un peu sceptique parce que je pense que même si on arrive à se débarrasser de ce Covid, nous aurons d'autres maladies dans l'avenir. Mais en même temps, je suis optimiste pour une raison, c'est que je vois que le choc du pétrole dans les années 70 a bouleversé nos économies, mais depuis, nous avons appris à vivre avec. Maintenant, le prix du pétrole peut monter, peut descendre. Nous avons des mécanismes de nous assurer contre ces changements et on vit les incertitudes, les aléas du coût de l'énergie avec beaucoup plus de sérénité. Et j'ose espérer que ce sera la même chose pour les crises sanitaires qui, sachons-le, vont continuer à nous secouer dans l'avenir. Alors, vous avez beaucoup écrit sur le couple transparence-confiance. Est-ce qu'on peut réellement vouloir maintenir une bulle privée, une vie privée, dans un tel contexte de pandémie? On voit bien à propos de l'application Tous Anti-Covid à quel point cette question est à la fois collective et individuelle. Oui, je pense que le bouleversement des normes, des habitudes, des conditions est très difficile pour tout le monde et on a besoin de chercher des points de confiance. Et là, j'avais écouté mon collègue Jean Tirole tout à l'heure parler d'un certain manque de préparation et on peut voir, par exemple, en faisant le contraste avec certains autres pays comme le Taïwan, qui étaient préparés par leur expérience d'autres pandémies avant, notamment le SARS dans les années 2000,
Ils ont mis en place non seulement des technologies, ils avaient certes des technologies de pointe, notamment des technologies numériques, mais ils avaient aussi un degré de préparation de la population, à la fois pour prendre des mesures de sécurité, de distanciation sociale, etc., mais aussi de faire confiance aux autorités publiques que leurs données, par exemple, seraient utilisées à des fins pour un bien-être commun. Et je vois que ce n'est pas unique à la France. Dans beaucoup d'autres pays, il y a une méfiance qui est parfaitement compréhensible compte tenu du passé, mais il faut justement une confiance que ces mesures ne soient pas exploitées à des fins non prévisibles et que nous puissions tous faire des sacrifices à des fins compréhensibles et justifiables. Vous, Paul Seabright, vous êtes un tenant de l'économie comportementale et on voit qu'aujourd'hui on est vraiment dans un moment où les normes changent et elles changent très vite. Est-ce que ça peut-être aussi c'est à noter d'un point de vue historique? Ce qui est nouveau finalement, c'est la vitesse à laquelle on est obligé de s'adapter. Oui, tout à fait. On change très rapidement, mais on peut voir d'autres cas où les normes ont changé. Pour un cas où on change très rapidement par rapport à la conception de qu'est-ce qui est notre espace privé et qu'est-ce qui est notre espace, qu'est-ce qui est l'espace des autres. Je vois que, par exemple, dans les entreprises, pendant très longtemps, c'était quasiment considéré comme un risque professionnel qu'une personne, plus souvent une femme, mais parfois un homme, pourrait subir des harcèlements qui étaient des invasions de leur espace personnel, physique, corporel, privé, par des attentions non souhaitées de la part de leurs collègues. Maintenant, c'est devenu inacceptable, il était temps, mais c'est un changement que nous avons vécu parfois à une vitesse très lente, parfois beaucoup plus rapidement sous l'impulsion d'autres événements à l'extérieur. Et je pense que de la même façon, on accepte maintenant que la distanciation dans les lieux de travail n'est plus une affaire juste à négocier entre l'entreprise et les salariés et les syndicats, mais aussi qui concerne le public et le bien-être public en général. Donc ça, c'est un exemple. On peut considérer dans un autre sens que l'espace public qui a vécu aussi des changements, je pense au fait que jusqu'à pas très longtemps, pour deux hommes, de se tenir la main dans la rue était parfois dangereux parce qu'il y avait d'autres personnes qui réagissaient de manière intolérante et parfois violente. Maintenant, c'est devenu acceptable, je dirais à une vitesse assez étonnante quand on considère la lenteur historique. Mais curieusement, de nouveau, maintenant on a des tabous. C'est devenu tabou pour deux personnes qui ne sont pas du même ménage d'enlever leur masque et s'embrasser dans la rue. Et donc, nous sommes, on va dire, dans une époque où nous vivons des changements radicaux, mais on a déjà vécu des changements radicaux, il ne faut pas trop avoir peur. C'est choquant sur le moment, mais quand même, l'être humain est costaud, il est fort, il arrive à subir et à digérer des changements que peut-être il n'aurait jamais attendus. Paul Seabright, économiste, chercheur de TSE, Toulouse School of Economics. Merci Paul Seabright. Merci. La question de l'énergie est évidemment une question majeure dans le contexte d'urgence climatique. Sylvain Vidal, délégué régional EDF Occitanie, nous a rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Pour cette nouvelle séquence qui s'appelle RSE, oui, mais comment? Alors quelques mots de présentation sur votre parcours. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez occupé plusieurs postes au sein du groupe EDF, en région et en Outre-mer, avant d'être nommé très récemment, c'était au printemps 2020, en Occitanie, avec plusieurs enjeux, la relance, ou l'accompagnement de la relance des acteurs économiques, et puis la conciliation de différents paramètres, la préservation de la planète, le bien-être, le développement de solutions et de services
innovants. Quelles sont peut-être d'abord la raison d'être et la stratégie climat d'EDF dans ce contexte? Je pense que sur l'enjeu du climat, on est vraiment face à une urgence qui s'impose à nous tous en tant que citoyens, aux entreprises et encore plus aux énergéticiens, parce qu'évidemment, le facteur prépondérant du réchauffement climatique, c'est les gaz à effet de serre, le CO2 en particulier. Et évidemment, la question fondamentale que doit se poser un énergéticien, c'est l'énergie que je produis, les services que je produis, sont-ils générateurs de dégagement en CO2? Et en fait, pour nous, l'enjeu du climat, j'allais dire, c'est plus qu'une stratégie, vous l'avez cité, c'était une raison d'être, c'est-à-dire qu'on considère que c'est tellement au centre de notre activité que c'est ce qui justifie l'existence de l'entreprise EDF. Et cette raison d'être, pour nous, c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, en arrivant à concilier la préservation de la planète, le bien-être et le développement grâce à l'électricité et à des services innovants. Parce que l'électricité est un bien de première nécessité, il est partout, à la fois évidemment nous chauffer, nous nourrir. On traverse une crise sanitaire où le numérique a pris une ampleur encore plus importante. C'est quelque part l'électricité qui a permis de garder le lien social dans cette période difficile. Et donc, face à cette urgence climatique, EDF veut vraiment inventer de nouveaux services décarbonés en proximité avec ses clients pour contribuer à ce défi climatique. Quand vous disiez neutre, c'est à quelle échéance? Alors notre ambition, c'est d'être neutre en CO2 à l'échéance de 2050, mais évidemment, ça se traduit par un certain nombre d'objectifs plus intermédiaires. Et juste pour terminer sur la raison d'être, on voit bien en effet que ça dépasse l'enjeu du climat parce que c'est vraiment un enjeu sociétal qui nécessite pour le relever d'arriver à, j'allais dire, embarquer tout le monde, engager tout le monde. Et c'est pour ça qu'évidemment, on couvre tous ces enjeux sociétaux. Alors, de manière peut-être un peu plus concrète sur la partie du climat, pour nous, il y a 3 choses qui sont fondamentales. C'est apporter en proximité à nos clients des services énergétiques décarbonés, innovants. Donc, il y a un enjeu de rupture et d'innovation qui est très important. Concrètement, ça veut dire quoi? Pardon? Apporter ces services aux clients, c'est-à-dire? Eh ben, l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à ce que les clients consomment mieux et moins. Moins, évidemment, c'est tout cet enjeu autour de la sobriété, c'est-à-dire d'utiliser vraiment que l'énergie qui est nécessaire. Et mieux, c'est en particulier substituer des énergies carbonées par des énergies non carbonées. Donc, on peut avoir des exemples très concrets pour le particulier, par exemple, en substituant du chauffage avec des énergies fossiles par des pompes à chaleur. Et évidemment, il y a un enjeu qui est majeur, qui est celui, par exemple, de la mobilité électrique, de toute la substitution qu'il y a dans le transport, qui se dirige à la fois vers l'électricité et vers l'hydrogène, sur lequel EDF est très moteur, avec des projets innovants, justement dans la région dont je fais partie en Occitanie. On a un projet emblématique conduit avec la région Occitanie, qui s'appelle Flexitanie, vous comprendrez d'où vient le nom, et qui vise justement à utiliser l'énergie qu'il y a dans les batteries des véhicules électriques pour pouvoir la restituer sur le réseau au moment opportun. Continuons avec des exemples peut-être. De quelle manière vous prenez en compte les objectifs en matière de RSE dans les services ou dans votre fonctionnement? Alors, en effet, à partir de la raison d'être, on a, j'allais dire, identifié un certain nombre d'objectifs qui couvrent l'ensemble de la RSE. J'ai parlé du changement climatique avec des exemples concrets. Alors, je vous ai dit notre ambition, c'est avoir neutre en carbone à horizon 2050, mais on a des objectifs intermédiaires, par exemple, sur augmenter dans des proportions très importantes pour atteindre 50 gigawattheures d'énergie renouvelable dès 2030. On a pour l'objectif aussi de ne plus produire d'énergie dans le monde à partir de charbon à partir de 2030. Il y a des enjeux très très forts, puisque vous parlez de RSE, autour de la biodiversité. Et ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une approche positive de la biodiversité à travers des réalisations très concrètes. Par exemple, je vais parler de choses très pratiques, mais comme ce qu'on appelle les passes à poissons, qui permettent aux poissons qui doivent remonter la rivière pour frayer, de pouvoir franchir les barrages à travers des espèces de petits ascenseurs. Et puis, un point qui est important pour nous, il y a un enjeu très très fort autour de la ressource en eau, qui est évidemment aussi un des enjeux climatiques forts. C'est d'être un leader de la production d'énergie d'électricité qui consomme le moins d'eau pour la partie refroidissement.
Donc ça, c'est des exemples très concrets. Sur la partie des usages, sur l'efficacité énergétique, voilà, je l'ai dit, c'est plutôt voir comment on aide nos clients à consommer mieux et moins à travers les usages de transport, mais aussi, bien sûr, dans l'habitat. Il y a une notion évidemment aussi sociale dans la RSE et de ce point de vue, la crise, j'imagine, vous sollicite beaucoup. 1 million de personnes basculant dans la pauvreté cette année, c'est énorme. Oui, dans le RSE, il y a en effet une dimension sociale qui est essentielle pour EDF, évidemment, et elle est au cœur de notre raison d'être. D'abord, en effet, pour moi, il y a 3 choses importantes. D'abord, pour nos clients, vous avez cité l'enjeu des clients qui sont en situation de précarité énergétique. Et là, évidemment, on a des conseillers clientèle qui sont dédiés pour ces clients-là. Et on a pris des dispositions pour, pendant le premier confinement, et c'est ce qu'on renouvelle dans le deuxième confinement, là, ne pas faire de réduction de puissance pour nos clients qui seraient en difficulté. Donc ça, c'est vraiment au cœur de notre stratégie. L'autre point, c'est EDF, même si c'est une grosse entreprise, c'est une entreprise de proximité qui exerce son métier dans les territoires en proximité. Et par exemple, nous sommes dans notre politique achat attentifs à essayer de favoriser l'emploi local. Je pourrais citer le fait, par exemple, que nous sommes le seul énergéticien fournisseur d'énergie en France qui a l'ensemble de ses plateaux clientèle qui sont localisés en France. Donc voilà le genre d'actions concrètes qui nous permettent en fait de couvrir l'ensemble de la dimension sociétale qui nous incombe et qui est, avec notre driver, qui est notre raison d'être, qui fait partie, je dirais, de notre ADN. Merci beaucoup, Sylvain Vidal. Merci à vous. La transformation de l'économie est en cours. Voici maintenant un bel exemple de start-up de l'économie réelle, très réelle, puisqu'elle va bientôt permettre de se faire un thé tous les matins. Cette jeune entreprise promise à une belle croissance, elle s'appelle Keepit. C'est une entreprise régionale d'Occitanie, une entreprise innovante qui lance donc une gamme d'électroménagers durables. Et son premier produit est donc une bouilloire. Nous allons voir concrètement comment on crée de nouveaux modèles d'entreprise et aussi, surtout, avec quel financement. C'est sans doute le plus difficile. Et celle qui nous rejoint maintenant, c'est Karen Mayalevi, qui est cofondatrice de Keepit. Bonsoir. Bonsoir. Très heureuse de vous accueillir à distance sur ce plateau de la Factory Futurapolis ici à Toulouse. Alors, nous allons comprendre avec vous quels investissements et quel type de financement sont nécessaires pour une économie durable. Il n'y a pas que le financement, il y a aussi toute la structuration, toute la raison d'être de votre entreprise. Vous allez nous l'expliquer. Juste avant de vous laisser le temps de nous expliquer tout ça, je glisse que vous êtes une entrepreneuse dans l'âme. Vous avez lancé l'Institut d'études marketing et de sondage Keolia, c'était en 2003, entreprise qui est devenue leader sur le marché des études dans les parcs de loisirs, entreprise qui a été revendue 15 ans plus tard, et avec votre associé Jacques Ravinet, vous avez donc fondé Keepit. C'est bien ça. Expliquez-nous. Merci beaucoup Emmanuel. Donc en fait, pour répondre à votre question, je vais d'abord commencer par vous parler un tout petit peu de Keepit et de la genèse du projet. Donc en fait, Keepit est né d'une panne, une panne de trop, une stupide panne de lave-linge qui survient juste à la fin de la période de garantie et un réparateur qui m'explique que non, on ne répare pas, ça se change. Aujourd'hui, ça se change, on ne répare plus. Et en fait, à partir de ce constat, moi, je suis consommatrice, mère de 3 enfants et j'ai besoin de laver mon linge. Donc, en fait, je me suis inclinée et j'ai acheté un nouveau lave-linge. Et puis, en tant qu'entrepreneuse et de citoyenne aussi, je me suis dit que c'était plus possible. Et ça a été vraiment le point de départ, le déclencheur de cette aventure Keepit. Donc, à partir de cet incident, de cette anecdote, on a déroulé une pelote. Et on s'est rendu compte, on a fait une série de constats qui n'étaient
positif et pas très enviable. Le premier constat, c'est que aujourd'hui, l'électroménager qui est vendu en France, il vient essentiellement de Chine et dans une moindre mesure de Pologne. Il n'y a quasiment plus d'électroménager réellement fabriqués en France. Premier constat. Deuxième constat, en termes de réparabilité, on s'est rendu compte que 66% des produits électroménagers qui étaient en panne n'étaient pas réparés. Donc plus des 2/3. Troisième constat, en termes de durabilité, cette fois-ci des produits, au cours des 10 dernières années, la durée de vie des produits électroménagers a diminué de 40%. Donc en fait, ces trois constats nous ont conduit à créer Keepit avec un objectif d'en finir avec l'électroménager jetable. Alors, le pilier pour Keepit, c'est la durabilité. Chez Keepit, tout doit être durable. Durable, ça veut dire évidemment les produits, bien sûr. Donc, des produits éco-conçus pour être durables, réparables à vie, mais aussi ouverts et évolutifs parce que il faut anticiper aussi l'obsolescence d'usage. Et donc, concevoir dès le départ des produits qui vont être évolutifs va nous permettre de gommer cette éventuelle obsolescence durable. Des produits durables, mais aussi, et c'est très important pour notre modèle, un mode de production durable. Alors, pour nous, c'est quoi? C'est d'abord le Made in France, donc rapprocher la production du consommateur, sourcer les partenaires fournisseurs au plus proche, en France chaque fois que ça a été possible, en Europe, et n'aller en Asie que quand c'est possible, que quand c'est plus possible de faire autrement, quand on a évacué toutes les possibilités et qu'on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui n'étaient plus du tout produites en France, et donc aller chercher, mais garder en tête qu'il y a peut-être des moyens de rapatrier tout ça plus tard. Au niveau de l'assemblage, notre modèle, c'est celui d'une entreprise adaptée. Alors, pour développer notre modèle, on s'appuie sur le savoir-faire d'une entreprise de la région qui s'appelle Limca, qui est basée à Beauzelle, qui est une entreprise industrielle adaptée qui emploie aujourd'hui 95 personnes en situation de handicap. Avec eux, on va concevoir chacune des unités de production pour que ces unités soient au cœur des bassins de consommation, mais qu'elles soient génératrices d'emplois pérennes, d'emplois enviables, d'emplois industriels enviables, c'est-à-dire des emplois dans lesquels on progresse, dans lesquels on est formé, dans lesquels la qualité de vie au travail est importante. Et tout ça, ça fait un mode de production durable. Ensuite, production, mais aussi la durabilité pour nous, on la conçoit et on ne la conçoit pas en tout cas sans les consommateurs. Les consommateurs, ce sont des citoyens, on doit pouvoir leur donner la possibilité d'être également des acteurs. Et donc, comment faire ça ? Créer des communautés. Notre communauté, c'est la communauté des Keepers, des communautés de consommateurs qui vont pouvoir aller plus loin qu'être de simples acheteurs, mais qui vont pouvoir, s'ils le souhaitent, s'impliquer dans l'entreprise, s'impliquer dans le choix des produits, nous conseiller, nous travailler, avancer avec nous et surtout ainsi pouvoir prendre leurs décisions d'achat en parfaite connaissance de ce qui se passe. Et pour nous, c'est ça, c'est réellement ça la durabilité. Dernier point pour une entreprise durable, c'est un point de statut. Donc, on a décidé de solliciter l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Ce statut, pour nous, il est important parce qu'il va dans le sens de ce qu'on porte, c'est-à-dire qu'il va avoir des impacts sur la gestion de l'entreprise, notamment en termes de niveau et écart dans les rémunérations au sein de l'entreprise, notamment aussi en termes d'utilisation des bénéfices qui vont être plus naturellement et plus directement réinvestis dans le développement de l'entreprise plutôt que fléchés vers les investisseurs. Mais donc, tout ça, évidemment, vous en avez parlé, Emmanuel, ça ne se fait pas sans financement. Et le financement, donc, c'est un sujet très important et un peu complexe, justement, quand on est dans une
une société différente qui se positionne vraiment sur cette durabilité. Alors, nous, on a procédé par étapes. D'abord, on a fait un premier appel au marché à travers une campagne de financement participatif. Donc, sur la plateforme Ulule, on a fait une campagne de financement de précommande de nos bouilloires Jarenne. En un mois, on a eu plus de 1000 précommandes et 245 000 euros de chiffre d'affaires sur cette première action. Donc, la précommande, la preuve que les consommateurs peuvent s'impliquer. Ensuite, on s'est tourné vers des financeurs plus classiques et on a regardé qui étaient les fonds et on s'est tourné vers des fonds qui sont des fonds à impact. Ces fonds à impact, leur spécificité, aujourd'hui, ils existent et c'est vraiment une chance pour les entreprises comme la nôtre. C'est-à-dire que leur spécificité, c'est certes la rentabilité est nécessaire, mais c'est pas l'unique objectif en soi. L'objectif, c'est un objectif d'impact, c'est un objectif de création d'emplois, c'est un objectif de consommation responsable. Et donc, aujourd'hui, nous, on peut vraiment se sentir en confiance pour travailler avec ce type d'acteurs et ce type de fonds. Et puis, le troisième point, c'est à nouveau les keepers. Donc, les keepers qui ont précommandé des Jarrennes, on leur a aussi demandé si certains d'entre eux voulaient aller plus loin et nous rejoindre dans le capital de l'entreprise. Et en fait, ce qui va se produire sur cette levée de fonds qui sera finalisée d'ici une quinzaine de jours, c'est que dans le capital, dans l'augmentation de capital, seront à peu près au même niveau des fonds d'investissement à impact, et puis les keepers qui, eux, sont les acteurs de l'entreprise pour demain. Donc, voilà le modèle qu'on a développé pour une société qu'on voudrait plus durable et puis aussi enviable et puis inclusive. C'était un plaisir, Karen Maia-Lévy, de vous entendre expliquer à la fois la raison d'être et puis le process de création et de développement, de financement aussi de cette entreprise. Donc, Keep It. Merci à vous. Merci beaucoup, Emmanuel. Vivre dans une société inclusive, représentante de toutes les diversités, c'est un objectif important, très désirable. Tout le monde ne le sait pas forcément, mais parmi les enjeux de la RSE, il y a aussi l'intégration des personnes en situation de handicap. Nous sommes dans une société qui peine véritablement à sortir du validisme. Nous allons en parler avec Valérie Daubigny, déléguée régionale adjointe de l'AGFIP Occitanie, et Stéphane Le Sénéchal, directeur territorial d'Enedis. Valérie Daubigny, vous êtes en Zoom avec nous. Stéphane Le Sénéchal, vous êtes en plateau ici au Quai des Savoirs. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour Valérie Daubigny. Un mot de présentation. Vous êtes donc déléguée régionale adjointe depuis 2008. Vous pilotez les actions de mobilisation du monde économique et social et vous conduisez des projets de partenariat public-privé qui visent à promouvoir une politique d'ouverture au handicap. Stéphane Le Sénéchal, vous êtes depuis 2020 directeur territorial Toulouse Métropole, en charge donc des relations externes avec Toulouse Métropole et puis porte-parole d'Enedis aussi en région Occitanie. Valérie Daubigny, peut-être en toute première question, dites-nous en quoi l'intégration des personnes en situation de handicap constitue la responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Le Sénéchal. Alors effectivement, le handicap et l'insertion des personnes handicapées est un enjeu majeur de la responsabilité sociale des entreprises. Il ne faut pas oublier que le handicap est un des éléments constitutifs des principaux référentiels en matière de RSE, que ce soit à travers des normes françaises ou internationales. Et concrètement, quand on cherche à mettre en place une politique de RSE, il convient d'agir à la fois
c'est le propre levier interne, mais aussi auprès de ses parties prenantes externes, que ce soit ses clients, que ce soit ses prestataires ou ses sous-traitants. Donc concrètement, au niveau de la GFIP, quand nous accompagnons des employeurs pour les aider justement dans la mise en place d'une politique de diversité, de RSE, on fait en sorte de leur proposer des actions, tant en direction de leurs propres salariés, de leurs managers, à travers des sensibilisations, en agissant sur le maintien dans l'emploi, le recrutement de leurs salariés, mais aussi des actions en direction de leurs parties prenantes externes, notamment en cherchant, par exemple, à développer une politique d'achat responsable en recourant à la sous-traitance auprès d'entreprises adaptées ou des ZAD, ou encore en travaillant avec des entreprises de travail temporaire pour favoriser la délégation d'intérimaires en situation de handicap, ou encore en cherchant à introduire des clauses sociales dans les marchés publics. Donc on voit bien que travailler sur l'insertion des personnes handicapées, ça permet à la fois de faire progresser son entreprise et à la fois de faire en sorte que la société tout entière soit plus inclusive. Progresser l'entreprise, vous voulez dire en termes de social ou en termes de performance économique? Alors les deux, effectivement, puisqu'on sait qu'il y a des effets positifs sur la compétitivité même des entreprises. Travailler sur l'insertion des personnes handicapées, ça permet à l'entreprise d'afficher ses valeurs et donc de se différencier par rapport à ses clients, ses concurrents, et de travailler sur sa marque employeur, par exemple. Ça permet aussi de travailler sur l'innovation sociale, technologique. On l'a vu, on a Enedis aujourd'hui sur le plateau. Dans le passé, on a accompagné au niveau de la GFIP cette entreprise, notamment sur l'insertion d'une personne en situation de handicap qui travaillait vraiment sur les réseaux électriques et devait monter sur des poteaux électriques et qui était déficient auditif. De fait de son handicap, il a des difficultés à entendre les consignes de son binôme qui lui restait en bas du poteau. On a mis en place un aménagement innovant en le dotant d'un boîtier. Ça a permis le maintien de ce salarié qui avait toutes les compétences pour tenir le poste. Et par ailleurs, Enedis s'est très vite rendu compte de l'intérêt que ça pouvait avoir pour ses autres salariés qui exerçaient le même métier et qui étaient tout à fait valides et entendants, mais qui, des jours par exemple de grand vent, comme ça peut arriver sur notre région, n'entendaient pas non plus les consignes. Et donc, ils ont décidé de doter aussi ces autres salariés de ce même boîtier. Donc on voit bien que là, l'insertion et les efforts qu'on a fait en matière d'aménagement pour cette personne en situation de handicap a bénéficié à l'ensemble du collectif et a permis aussi à l'entreprise d'améliorer sa capacité d'innovation. Et on a énormément d'exemples dans ce sens-là. Stéphane Le Sénéchal, quels effets sur l'entreprise de l'intégration de personnes en situation de handicap ? Bien, bonjour à vous, bonjour Madame de Digny. Vous parlez très bien d'une illustration très concrète, effectivement, d'une innovation au service d'abord des malvoyants et puis finalement au service de toute la population technique. Alors pour nous, c'est un sujet extrêmement important, un sujet de RSE, effectivement, l'intégration du handicap. C'est vraiment source de cohésion sociale, je crois, en interne, source aussi de fierté pour nos collaborateurs, de voir l'engagement de l'entreprise dans l'accueil des handicapés chez nous. On est d'ailleurs assez exemplaire sur le sujet. Alors je suis fier de participer aujourd'hui parce que vous êtes sur le siège d'une direction régionale qui est la première direction régionale de France, en dépassant les 10% maintenant d'accueil de personnes en situation de handicap. C'est 75 personnes à peu près aujourd'hui sur notre population d'à peu près 1000 salariés. Donc c'est très important pour nous, une source de motivation, une source de cohésion sociale, une fierté d'appartenance. Aussi l'acceptation de la différence, c'est un véritable sujet. Et quand on accepte la différence par rapport à une personne en situation de handicap, de façon générale aussi, on s'accepte plus les uns les autres. Donc c'est un vrai sujet dans l'entreprise et qui va beaucoup plus loin que d'accepter un collaborateur, un partenaire qui est un peu différent. Enedis, c'est une entreprise dont la richesse est l'humain. Notre capital, nous, c'est l'humain, 38 000 salariés. On n'a pas d'entreprise d'usine de production, donc c'est vraiment l'humain qui compte. Donc pour nous, ce sujet est très important, effectivement. Est-ce que, quels effets finalement a eu la crise Covid, de votre point de vue, bon, pas forcément au sens large sur l'entreprise, mais sur l'intégration ou le travail des personnes handicapées et sur le travail globalement de ce fait ?
Alors des impacts importants, le Covid, bien sûr, d'abord sur le premier confinement, parce qu'il a fallu nous organiser pour plusieurs choses. D'abord, mettre en travail à distance une partie de nos salariés, la majeure partie de nos salariés. On avait déjà un accord sur le travail à distance, et heureusement, depuis 2 ans, qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite sur cette organisation de travail à distance. On avait aussi déjà des aménagements du travail, puisque finalement, dans l'accord national sur le handicap, c'est notre 4e accord aujourd'hui, 2017-2020. Le premier accord avait commencé en 2008. On a l'aménagement du poste de travail, mais aussi l'aménagement des horaires de travail. Et depuis longtemps, dans l'entreprise, on a des conventions particulières pour les travailleurs handicapés qui avaient commencé bien avant le confinement. Donc ça nous a permis d'aller plus vite aussi. Parce que parfois, pour un travailleur en situation de handicap, la notion de fatigue sur son poste de travail fait qu'on avait déjà aménagé des conditions très particulières pour cette population-là qu'on a confortée en fait au Covid, lié au contexte du Covid. Après, bien sûr, au premier confinement, on avait maintenu les activités d'urgence. La grande différence avec le confinement actuel, c'est qu'on maintient 100% de nos activités. Donc c'est plus du tout la même histoire. Donc il faut réaliser l'intégralité de nos chantiers de raccordement, la maintenance, l'exploitation du réseau électrique, en ayant la quasi-totalité maintenant de notre personnel tertiaire qui est à distance et bien sûr nos techniciens qui sont toujours sur le terrain avec le respect des règles sanitaires, qui compliquent un peu plus les choses, mais ça se fait. Valérie Daubigny, même question. Quels effets a produit le Covid sur l'emploi des personnes handicapées, vous qui êtes une association qui accompagne précisément les entreprises dans cette démarche d'intégration? Alors effectivement, comme le disait Monsieur le Sénéchal, déjà les entreprises parce qu'on les a accompagnées, parce qu'elles agissent déjà sur le champ de l'emploi des personnes handicapées, qui avaient déjà l'expérience de mettre en place des espaces de dialogue avec leurs salariés en situation de handicap, de parler des contre-indications médicales, de mettre en place des aménagements organisationnels du travail. On l'a vu, on réussit à réagir plus vite dans ce premier confinement où il s'agissait de revoir toute l'organisation du travail. Et donc, on voit bien là que diversité rime avec agilité. Sur cette première vague de confinement, les personnes handicapées ont été relativement épargnées par la hausse de la demande d'emploi. Aussi parce qu'au niveau de la GFIP, nous avons mis en place des mesures exceptionnelles à hauteur de 40 millions d'euros qui ont permis notamment aux employeurs de mettre en place du télétravail quand ils n'avaient pas l'habitude de le faire, de permettre aux entreprises qui devaient continuer à exercer leur activité sur site, puisqu'il y en avait certaines qui devaient le faire, de pouvoir plus facilement accéder à des déplacements grâce à des aides financières et également d'accompagner des entrepreneurs en situation de handicap, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des entreprises, des personnes en situation de handicap qui sont créateurs d'entreprises et donc qui avaient besoin d'être accompagnés pour affronter cette crise sanitaire et économique sans comparaison. Là, on a un nouvel enjeu par rapport à ce deuxième confinement, comme le disait tout à l'heure Enedis. Il s'agit de faire en sorte que la poursuite d'activité se passe dans les meilleures conditions. Donc, on a un gros enjeu à continuer à mobiliser les entreprises. Nous, on travaille beaucoup sur la sensibilisation des entreprises pour faire en sorte qu'elles continuent à recruter des personnes handicapées. On voit bien, il y a des nouveaux besoins, il y a besoin de faire vivre l'économie. Il faut faire en sorte que les personnes handicapées ne soient pas les premières victimes de cette crise économique. Et par ailleurs, il faut qu'on continue à agir sur le maintien de l'emploi aussi des salariés handicapés en faisant en sorte de continuer à trouver des aménagements de situation de travail si c'est possible, de promouvoir le télétravail, d'aider les plus petites entreprises aussi à mettre en place des solutions quand elles n'ont pas des accords, comme c'est le cas d'Enedis. Donc, pour ce faire, on a constitué un réseau des référents, des référents handicap au sein des entreprises. On leur apporte de l'information, on les aide à échanger avec des grands comptes de manière à favoriser de l'échange de pratiques. Et si je suis une entreprise qui veut démarrer une politique volontariste en matière d'intégration des personnes handicapées, par quoi je commence ? Vous commencez par solliciter la délégation régionale de la GFIP Occitanie. Il faut savoir qu'on a des conseillers qui sont totalement consacrés justement
à cette offre de conseil et d'accompagnement des entreprises et qui travaille en proximité avec elles pour les aider à trouver des solutions très concrètes de court, moyen et long terme pour mettre en place cette politique inclusive et trouver des solutions. Et vous diriez, Stéphane Le Sénéchal, à une entreprise qui voudrait commencer à agir? Il y a deux leviers, hein. Un levier interne très fort, de sensibiliser ses salariés. Nous, on travaille beaucoup sur ce sujet. Dans quelques jours, on a un vrai travail avec 80 collaborateurs sur l'intégration du handicap non visible, hein, parce qu'on parle du handicap et le non visible n'est pas toujours facile à gérer. Et puis travailler aussi sur les partenariats externes, c'est important pour nous. On est très engagés avec un certain nombre de partenaires comme je pense au rugby fauteuil, je pense au comité départemental handisport. Il faut que l'entreprise aussi s'engage vers l'externe, hein, donc un levier interne, un levier externe pour commencer à travailler sur ce sujet-là. Merci beaucoup à tous les deux. Alors la responsabilité sociétale des entreprises dans tous les domaines, dans tous les secteurs de l'économie. Autre exemple, la construction, le bâtiment, on en parle avec notre prochain invité. Et nous sommes avec Philippe Carrère, directeur régional Occitanie chez Eiffage Construction. Bonjour. Bonjour. Pardon. Eiffage Construction, un acteur important du bâtiment qui intervient à la fois sur la création de nouveaux quartiers, sur l'aménagement, sur la promotion immobilière, également sur la construction. Vous, Philippe Carrère, vous êtes diplômé de l'école des mines d'Alès. Vous êtes directeur régional d'Eiffage Construction Occitanie depuis 2017. Et c'est une entreprise qui emploie 500 collaborateurs. D'ailleurs, vous recrutez... Sur la région. Sur la région. Vous recrutez, y compris en ce moment, enfin, vous poursuivez votre politique de recrutement. Une de vos convictions, d'ailleurs, en matière de recrutement et aussi de gouvernance, c'est plus de mixité, plus de diversité. Ah, bien sûr, oui, dans tous les cas, parce qu'on se prive dans le bâtiment de la gente féminine. On a tendance à recruter que des hommes, donc il faut qu'on évolue. Aujourd'hui, chez Eiffage Construction Occitanie, nous n'avons que 25% de femmes. Il y a quelques années, très peu, 5 ans, c'était 15%. Donc on est en pleine évolution. Par contre, malgré tout, on se prive vraiment d'expertise. Et aujourd'hui, les femmes chez nous n'atteignent pas des postes de direction. Et le travail aujourd'hui que nous avons réalisé, c'est de permettre d'éviter cette castration, entre guillemets, de femmes qui pourraient effectivement atteindre sans problème, puisqu'il n'y a aucun sujet sur l'égalité, d'atteindre des fonctions de management. À ce titre, on a mis en place une formation de recrutement. Aujourd'hui, on recrute des jeunes par le biais d'un PFE, d'un projet de fin d'études. En règle générale, la moitié sont des femmes. Et l'objectif, sur 4 ans, c'est de les amener à un poste à responsabilité en touchant plusieurs métiers. Elles font leur choix, elles vont faire plusieurs régions et elles feront leur choix. Et l'objectif, au bout de 4 ans, 5 ans, c'est d'atteindre un poste à responsabilité. Quelle est aujourd'hui votre vision de la ville et de son évolution? Et ça aussi, c'est un enjeu de RSE, en fait. C'est clair. Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes aménageurs, nous sommes constructeurs et promoteurs. On se doit aujourd'hui, quand on construit, d'avoir une vision économique et écologique, surtout, et environnementale. Donc, dans toutes nos réflexions, toutes nos constructions aujourd'hui interviennent systématiquement depuis quelques années les réflexes bas carbone, les réflexes biosourcés. Ce sont des termes qui sont arrivés dans nos langages depuis quelques années, et ça devient commun aujourd'hui dans le langage. Et donc aujourd'hui construire, c'est se dire comment faire pour construire l'avenir, comment construire des bâtiments qui dans l'avenir pourront être utilisés alors qu'on ne sait pas aujourd'hui comment on vivra encore dans l'avenir. Donc on est en train de réfléchir sur des structures, des bâtiments mutables. Un exemple, dernièrement, c'est que nous avons construit sur la ZAC de la Cartoucherie à Toulouse, un parking silo, qui un jour, si il n'y avait plus de voitures dans les villes, pourquoi pas, ce parking pourrait se transformer en logement ou en bureau. En fait, c'est la gestion de l'incertitude dans la prospective, ce qui n'est pas tout à fait évident. Comment vous organisez cette réflexion ?
Cette réflexion, on se dit, voilà, regardez, la crise que nous vivons aujourd'hui est une véritable révolution. On nous a forcé, cette crise nous a forcé à réfléchir autrement, comment travailler autrement. Les personnes qui étaient un jour en télétravail en début d'année, puisqu'on était très fiers d'avoir voté avec les partenaires sociaux le fait d'être en télétravail un jour par semaine. Aujourd'hui, voilà, on se rend compte qu'on peut fonctionner sans problème en étant en télétravail 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours par semaine. Ça fonctionne très bien. Donc on se doit aujourd'hui de réfléchir, voilà, si les gens travaillent à 100% en télétravail, que seront les bureaux de demain? Est-ce qu'il y aura des bureaux? Est-ce qu'on va plutôt construire des coworking où les gens viendront se connecter avec leur ordinateur au lieu de travailler à la maison, ils viendront dans un bureau qui sera ouvert à tout le monde, ils viendront se brancher le matin et le soir ils repartiront, ils rentreront chez eux. Voilà, donc il y a toute une révolution là, qui est en marche, qui va révolutionner notre façon de vivre, notre façon de travailler et notre façon de nous déplacer. Vous avez utilisé l'adjectif tout à l'heure mutable. Est-ce que c'est un bâtiment mutable? Un bâtiment mutable, c'est un bâtiment transformable. Voilà, donc comme je vous disais, un bâtiment, aujourd'hui un parking qui aujourd'hui héberge des voitures, demain sera un bâtiment de logement. Pourquoi? Parce qu'un parking classique, bon, c'est des hauteurs de plafond de 2,20 m, puisqu'on n'y met que des voitures. On construit des parkings plus hauts pour qu'un jour, s'il n'y a plus de voitures, on puisse y faire des logements avec des hauteurs de plafond de 2,50 m. Alors, c'est très simple. Est-ce que la vague écologique, en tout cas l'émergence d'une nouvelle vague écologique au municipal a changé votre façon d'envisager l'avenir de la ville? On était déjà dans cette mouvance parce que dans tous les cas, le métier du bâtiment est un métier les plus pourvoyeurs en gaz à effet de serre. On le sait, c'est pas nouveau. Donc on était déjà dans cette dynamique-là. Ça l'a peut-être effectivement accéléré parce qu'il faut qu'on survive, il faut qu'on vive. Et donc ça l'a accéléré dans tous les cas. Mais on était parfaitement dans cette logique. Aujourd'hui, on construit avec des filières sèches, on construit même des bureaux avec des déchets ultimes qui sont par exemple les conteneurs. Nous avons dernièrement racheté une société qui s'appelle V3A Concept, qui va chercher sur les sites maritimes des conteneurs. Les conteneurs, ils arrivent complètement désossés et on les transforme en usine, en bureau ou en logement et on vient après derrière les assembler comme des mécanos et on crée des bâtiments de bureaux, de logement. Donc on est vraiment dans cette logique, oui, effectivement, on intègre l'écologie et la filière sèche, la filière rapide pour éviter de moins polluer quand on construit. Vous voyez une accélération de cette mutation? Obligatoirement. Et si on veut se différencier, on n'a pas le choix. On est obligé d'y passer. Cette mutation, vous la constatez particulièrement cette année? C'est un effet... Non, on était déjà dans cette dynamique. C'est peut-être un petit peu accélérateur, mais on était parfaitement dans cette dynamique-là. Alors, sur l'engagement RSE de l'entreprise, est-ce que la crise actuelle a un effet accélérateur là aussi? Déjà oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a appris à travailler à la maison, donc ça change complètement nos modes de fonctionnement. On a appris aussi à communiquer. Vous savez, les gens du bâtiment, on n'est pas des grands communicants, c'est clair. Je suis un petit peu de trac là. Et donc, il a fallu apprendre, pendant cette période anxiogène, où les gens étaient confinés chez eux, apprendre à communiquer, avec souvent des compagnons qui ne sont pas équipés d'ordinateurs ou qui les utilisent moins. Et on a appris à communiquer avec les gens, et on a comme ça réussi à déstresser par la communication les personnes qui travaillent avec nous. Merci beaucoup Philippe Carrère. Peut-être une dernière question sur l'avenir de votre groupe au regard de ces nouvelles dimensions. On a parlé des phages Occitanie au niveau national. Quelle est la réflexion, quelle est la stratégie? Aujourd'hui, cette révolution est une opportunité pour nous, parce qu'on a les moyens, puisqu'on est un gros groupe, on fait partie des majors français, nous avons vraiment les moyens de pouvoir se donner des structures pour pouvoir répondre à la demande d'aujourd'hui. Donc on est plutôt confiant et je pense qu'on a les moyens de se différencier. Donc c'est plutôt une opportunité pour nous. Est-ce que la crise retarde un certain nombre de vos chantiers? C'était le cas très fortement lors du premier confinement. Qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui là dans vos métiers? Dans nos métiers aujourd'hui, tout le monde travaille.
que ce soit en présentiel ou en télétravail, donc il n'y a plus d'activité partielle. Nous avons bien sûr souffert pendant 2 mois de l'arrêt de l'activité au printemps de cette année. On a appris à vivre avec le virus, on a appris à travailler avec le virus. Ce qui se passe aujourd'hui est complètement identique à ce qui se passait il y a 15 jours. Parce que nous sommes confinés, que nous ne travaillons pas. Donc les chantiers sont tous ouverts, les collaborateurs ont appris à travailler avec des gestes barrières. Et voilà, et je pense que on n'attrape pas le virus dans nos sociétés. Merci beaucoup Philippe Carrère. Merci. Le nouveau confinement, on l'espère, va produire des effets positifs sur la situation sanitaire. On en parlait à l'instant. En attendant, c'est sûr que c'est un coup dur pour les entreprises, en tout cas pour certains secteurs particulièrement concernés et touchés. Au niveau européen, national, régional, les pouvoirs publics se mobilisent pour soutenir l'économie. Le reconfinement et puis globalement la crise économique est un vrai coup dur. Et il y a 2 niveaux d'action, à la fois le sauvetage de l'économie, c'est un peu le fil rouge de notre émission d'aujourd'hui, couplé à évidemment des plans de soutien qui visent à transformer nos modèles de développement. C'est notre sujet suivant avec Nadia Pelfig. Rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes vice-présidente de la région Occitanie et notamment en charge de l'économie, de la recherche, de l'enseignement supérieur. L'année économique a été un choc pour le monde entier, pour l'Occitanie, avec des effets très importants sur Airbus et l'aéronautique, mais pas seulement. Et on sait que, bien sûr, la difficulté, c'est d'arbitrer entre le court terme et le long terme. On en a parlé au tout début avec Jean Tirole. Il faut bien se projeter dans la suite. C'est précisément, et un peu dans la continuité finalement du plan européen, que vous lancez très bientôt, le Green New Deal Occitanie. Absolument, vous avez raison. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'articuler à la fois la réponse à l'urgence. En Occitanie, d'ores et déjà, il y a eu plus de 60 000 emplois qui ont été détruits depuis le début de la crise. Il y a tous les jours des entreprises qui enregistrent des baisses de chiffre d'affaires, des PSE qui sont à l'instruction et des femmes et des hommes qui sont inquiets pour leurs emplois. Et donc il faut agir en urgence. Ça a été l'objet du plan d'urgence qu'a mis en œuvre la présidente Carole Delga avec 211 millions qui ont été attribués au printemps. Mais il faut aussi placer les trajectoires d'avenir en imaginant une autre société, un autre modèle de développement, parce qu'à la réalité, on est dans un contexte où on voit tous que ce n'est plus possible de continuer comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc l'enjeu d'articulation du temps court, de l'urgence et de la relance, en étant conscient qu'il est insupportable pour ceux qui sont en situation de précarité maintenant d'entendre parler que du monde d'après comme d'une chimère qui n'impacterait pas le réel aujourd'hui. Et puis, l'autre enjeu qui est de concilier les niveaux d'échelons d'intervention publique, que ce soit les niveaux local, national ou européen. À ce titre-là, le Green New Deal, vous avez raison, s'inscrit dans une démarche qui dépasse les seules frontières d'Occitanie. À ce titre-là, nous pensons que l'Union européenne doit adopter la réduction de 60% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, l'inscrivent dans la loi européenne, mais nous pensons aussi que les acteurs régionaux peuvent être des moteurs pour démontrer qu'une autre économie est possible. Les attentes sont fortes à la matière et notre Green New Deal que nous allons adopter et présenter l'ensemble des élus régionaux le 19 novembre a pour objectif de transformer le modèle de développement et, s'agissant de l'économie, de répondre aux besoins en matière de souveraineté, en matière de besoins essentiels de nos populations. Et puis dans la méthode, ça a été aussi de dire on ne peut plus faire pour les habitants, pour un territoire, pour les entreprises, on doit faire avec. Et c'était l'objet de la Convention citoyenne, de la votation citoyenne qui vient de se tenir, et c'est l'objet des nombreuses concertations que je tiens au nom de la présidente Carole Delga avec l'ensemble des filières et des acteurs économiques. Donc vous avez sollicité au cours des dernières semaines les avis des habitants de la région. De quelle manière ce Green New Deal va se réaliser ?
Le Green New Deal, lorsqu'il sera adopté, je l'espère, le 19 novembre, il va s'appuyer sur des attentes de citoyens qui sont importantes en matière de consommation locale, de circuits courts. C'est le fait de réaffirmer que nos emplettes sont nos emplois. C'est aussi le fait de dire qu'aujourd'hui, en France, il y a des problèmes en matière de production industrielle. Et je prendrai 2 exemples. On a eu, au début de la crise, avant le « j'ai oublié mon masque », qui est plutôt celui du confinement 2, la première phrase, c'était « où sont les masques ?» Et on a bien vu qu'il y avait des insuffisances majeure en France sur la capacité de production de matériel de protection sanitaire. De la même manière qu'on a bien vu des difficultés pour s'assurer d'une alimentation locale. Bref, la question de la souveraineté ou du patriotisme économique. Et nous avons décidé en région, sur la santé, sur l'alimentation, d'agir et de créer des filières, d'accompagner des producteurs. Sur la santé, on a créé Occitanie Protect. Ce sont aujourd'hui 150 entreprises locales qui sont en capacité de fournir du gel hydroalcoolique, des masques, du plexi, bref, des protections sanitaires qu'on n'a pas besoin d'aller commander outre-Atlantique ou en Asie. Et ça fait de la richesse locale. Ça, c'est une réponse immédiate. Ça, c'est une réponse immédiate. On a déjà produit des masques. Il y a déjà des sociétés qui ont été créées, notamment avec 2 sociétés ariégeoises qui ont été associées, pour lesquelles la région a mis du capital public pour créer la société. Et l'objectif à long terme, c'est d'être absolument autonome et indépendant en matière de matériel sanitaire. Le deuxième sujet, ça a été l'alimentation. Sur l'alimentation, nous avons la chance d'être la première région en matière de production bio de France. Et on voit qu'il y a des attentes des citoyens sur le bien manger. Simplement, nous, on veut que ça soit le bien manger pour toutes et pour tous. Pas simplement pour ceux qui ont les moyens de se payer du bio dans quelques épiceries de circuit court, c'est vertueux. Mais l'écologie et la question sociale doivent pouvoir se conjuguer parce qu'autrement, on accroît les inégalités. Et ce n'est pas notre projet politique. Pour ça, on a créé une plateforme qui s'appelle Occitalim, qui associe l'ensemble des producteurs locaux. On est en train de faire émerger une filière de protéines végétales. Bref, il faut être moteur, porter une vision et s'appuyer sur les acteurs qu'on doit aider à structurer, à coordonner. Et parfois, quand le marché n'est pas encore au rendez-vous, notamment sur les protections sanitaires, on sait que c'est moins cher en Asie. Mais il faut qu'il y ait un soutien public pour pouvoir accompagner ce qui n'est pas profitable pour le moment, mais qui est utile. C'est ça, répondre aux besoins essentiels de nos populations. Donc là, c'est plutôt de la localisation que de la relocalisation. Est-ce que la relocalisation est possible de votre point de vue ? Il y a 2 enjeux, celui de la souveraineté et de l'autonomie, que je viens de vous décrire, et puis il y a celui, effectivement, qui a été très débattu dans les tribunes, qui invitent à un monde d'après, qui disent qu'il faut relocaliser l'activité. Et vous avez raison, Emmanuel, le sujet, en réalité, c'est plus la localisation. Ça sera plus difficile de faire revenir des usines qui sont aujourd'hui bâties notamment en Chine, au Mexique, en Inde. Par contre, on peut s'assurer de maintenir l'emploi qui existe localement. Et pour ça, il faut se doter d'outils. D'abord, il faut de la volonté politique. Il ne faut pas être dans le yak à faucon, et il faut être extrêmement concret. Et donc, il faut déterminer les secteurs sur lesquels on a intérêt à localiser ou relocaliser de l'activité. Il faut mettre en avant la force de notre écosystème. La force de notre écosystème, c'est aussi bien le haut niveau de qualification de nos jeunes. Je refuse qu'on parle de génération sacrifiée et Covid-19. Nous avons ici des jeunes femmes, des jeunes hommes qui suivent des études dans de superbes universités et écoles de la région Occitanie. Nous avons des instituts de recherche, des organismes de recherche, des entrepreneurs qui ont envie de résilience et qui sont capables de porter des projets de vision du monde. C'est en associant tout cela et en mettant des outils d'aide pour que ça soit concret, pour qu'on puisse réaliser finalement de la localisation et de la relocalisation. Mais pour ça, il y a le volontarisme, le budget et les outils. On en a quelques-uns à vous proposer. Alors, vous allez peut-être nous expliquer quels sont justement ces outils et ces capacités d'investissement proposées aux entreprises. Juste pour revenir peut-être sur la philosophie globale de la politique économique, comment vous vous situez, vous, par rapport aux questions de croissance, décroissance, et je pense en particulier à l'aéronautique ? Écoutez, la décroissance, on y est. Est-ce qu'il faut encore prendre l'avion ? Est-ce qu'on peut encore développer une filière aéronautique ? Et dans quel contexte ? Je le crois. La décroissance, en réalité, on y est. Est-ce que c'est enviable ? Non.
Est-ce que la croissance qui se mesure en matière de points de produit intérieur brut, c'est enviable? Non plus. Nous, ce qu'on développe, c'est la valeur ajoutée territoriale. C'est-à-dire comment on fait qu'il y ait du maintien d'emploi, plus d'emplois, mieux d'emplois. Et s'agissant de l'aéronautique, on sait très bien que c'est l'industrie qui est très fortement percutée sur notre territoire. Nous ne disons pas il y aura plus d'avions demain. Le fly scam, c'est-à-dire ce mouvement qui dit que c'est une honte de prendre l'avion. Finalement, ce n'est pas tellement prendre l'avion, c'est l'avion tel qu'il est, en termes de production, d'émissions de gaz à effet de serre. Et moi je dis, demain il y aura de nouveau des avions pour relier les femmes et les hommes de ce monde-là. Et tant mieux, mais ça sera un autre avion. On parle de l'avion plus vert. La réalité, c'est que nous avons engagé des travaux, notamment avec ce qu'on appelle le plan ADER, qui est le plan de soutien à l'aéronautique, qui préexistait avant la crise Covid. On y a ajouté 100 millions d'euros à l'occasion d'un plan ADER exceptionnel à cause du Covid. Mais déjà, on travaillait sur l'hydrogène vert embarqué dans les avions, des questions de remotorisation, le poids des avions pour qu'ils soient plus légers et moins consommateurs de kérosène, les trajectoires qui sont appuyés sur des outils, des algorithmes de l'intelligence artificielle pour que ce soit des trajectoires où on utilise les vents et que du coup on consomme aussi moins de combustibles fossiles puisque c'est aujourd'hui ce qui domine dans le milieu de l'aviation. Et donc c'est aussi engager un territoire sur des trajectoires qui sont plus envieuses, qui ne dit pas aux gens c'est fini de pouvoir voyager, mais qui dit on peut voyager mais différemment parce qu'il n'est pas possible que la planète soit épuisée avant la fin de l'année calendaire, parce qu'il y a des attentes citoyennes en matière d'écologie et d'impact environnemental et qu'on a une industrie à soutenir et il faut l'aider à prendre des trajectoires en matière de recherche et de développement pour que notre avenir commun soit différent. Donc si je comprends bien, finalement, votre parti pris, c'est un peu celui du Conseil d'État, de dire le changement climatique, ça doit être maintenant. Alors vous, la transformation finalement de l'économie, c'est maintenant. C'est pas on subit la crise et après on transformera. Non, moi je pense que c'est une erreur, de la même manière que je pense que c'est une erreur d'avoir reporté la taxe sur les GAFA à plutôt plus tard. Évidemment, je ne méconnais pas le conflit entre l'Union européenne et les États-Unis, mais la réalité c'est que si on avait taxé les GAFA avant, est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser ces fonds pour soutenir nos petits commerces alors que Amazon domine 50% du e-commerce en France et bien avant les deux gros acteurs français du e-commerce que sont Cdiscount ou la Fnac. Moi, je voudrais que ces fonds-là, ils soient utiles, qu'ils aillent à ce qui permet l'aménagement de nos centres-villes, la vitalité de nos centres-bourgs, qui fait vivre des centaines et des milliers de femmes sur notre territoire régional. Du coup, on peut se faire plaisir à signer des tributs sur le monde d'après, mais je crois que la responsabilité, c'est d'agir. Et pour ça, ça se fait en détail sur les projets de territoire. On a développé 10 territoires d'industrie en Occitanie. C'est projet par projet, petite goutte d'eau par petite goutte d'eau. Mais c'est ça qui fera bouger et transformer la société. Et puis, il faut que la puissance publique se dote d'outils concrets et opérationnels. C'est ce que nous faisons lorsqu'on met en place un fonds d'investissement multisectoriel avec des acteurs industriels, des acteurs privés, bancaires, puis d'autres acteurs publics comme la Banque publique d'investissement aux côtés de la région, à destination du soutien à l'aéronautique. Nous mettons des outils concrets. Et puis il y a deux autres outils qui sont aussi éminemment concrets, que sont des appels à manifestation d'intérêt pour la relocalisation d'activités qui nous semblent essentielles, et puis une agence régionale de l'investissement stratégique, ou dit autrement, comment la région devient un investisseur avisé, patient, mais extrêmement exigeant sur les impacts positifs, sociaux et environnementaux. Tous ces sujets, ce sont des sujets qui avancent très très vite en région, par le partenariat avec les acteurs économiques, avec les chercheurs, mais aussi, et je me dois de le souligner, par la capacité de travail, l'inventivité et la créativité de fonctionnaires territoriaux. Et oui, je parle bien de fonctionnaires. Il n'est pas toujours nécessaire d'opposer public et privé, politique et entreprise. Il est des moments où ce sont justement les convergences des énergies, comme nous le faisons dans les logiques européennes et régionales, que quand on est proche du territoire et qu'on fait le pari de l'intelligence collective, alors peut-être qu'on réussira à se transformer. Vous avez parlé d'un fonds d'investissement multisectoriel.
C'est un fonds nouveau? Oui, c'est un fonds nouveau. Vous le savez, on a développé ce qu'on appelle l'ingénierie financière très fortement sur la région. Les entreprises avaient besoin en début de mandat, en 2016, de liquidités, de garanties, de trésorerie. Le besoin est encore plus important maintenant. Et on s'est dit, il n'y a pas de grands investissements en France, c'est difficile, on n'a pas la même culture que la culture américaine. Donc on va se doter de fonds d'investissement. Aujourd'hui, on a un fonds dans lequel on est actionnaire public majoritaire qui s'appelle IRDIS Oridec, qui est un fonds qui a 350 millions sous gestion. On investit dans les entreprises dont on considère qu'il faut préserver les capitaux français et régionaux pour qu'elles puissent conduire leurs activités stratégiques ici. Et ce fonds multisectoriel, qui est le tout nouveau et dernier né, on le met en œuvre justement pour soutenir particulièrement les filières qui sont pour nous des filières stratégiques, comme l'est l'aéronautique, et comme l'aéronautique le restera demain. Et quel sera le rôle de cette agence régionale pour les investissements stratégiques ? Vous avez raison, il faut être concret. L'Agence régionale d'investissement stratégique aura pour capacité d'investir au capital des entreprises nouvellement créées. Elle aura la capacité de faire du portage foncier, c'est-à-dire de diminuer la mobilisation des actifs d'une entreprise pour justement soulager son développement. Elle pourra, au-delà du portage foncier, sur du portage immobilier, sur donc de l'investissement en capital, sur de l'appui à de l'investissement de matériel de développement productif industriel ou immatériel. Et l'objectif pour nous, c'est d'octroyer aux entreprises qui bénéficient de ces fonds un investisseur patient. La région n'a pour intérêt que d'être utile. Donc la rentabilité qui est habituellement exigée par les fonds ne sera pas du tout la même. Nous sommes un investisseur patient. La rentabilité, c'est d'être utile et de construire un territoire où l'emploi est durable, est localisé, où l'environnement est préservé. Bref, c'est la contribution de l'Occitanie à un Green New Deal, à une transformation auquel je crois que la majorité de nos concitoyens aspirent. Encore faut-il montrer le chemin et proposer les outils qui permettent de l'emprunter ensemble. Merci beaucoup Nadia Pelfig. Merci beaucoup à vous.